Est-ce que vous êtes prêts? Hein? Vous n'allez pas me dire que vous avez quelque chose d'autre à faire aujourd'hui, vous avez vu la météo? Donc on est bien, j'ai demandé aux gens de fermer les portes, donc vous allez devoir m'écouter pendant 18 minutes, c'est limité. Merci. Bonjour à tous en tout cas, bonjour les HEC, super content de revenir dans mon école, les HEC où je suis arrivé en 1995. Comme je dis toujours, moi je suis arrivé en plein référendum, alors que pour un petit gars qui avait fait sciences politiques à l'époque, waouh, il y avait de l'animation ici. Donc merci aussi à Milena Bellan pour m'avoir invité, c'est super sympa, je retiens ça. Et on y va tout de suite, mais j'ai pas mon clicker, donc je sais pas où est le clicker. Qui peut me donner le clicker? Je l'ai oublié, j'y vais. Et voilà. Donc, le Québec, ma nouvelle patrie, j'ai eu la chance pendant le Covid, coincé ici. Pendant l'été, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout de la route, à Kegaska. Et c'est là où j'ai compris, peut-être après 28 ans au Québec, la puissance du Saint-Laurent. J'avais jamais eu la chance de parcourir tout ce Saint-Laurent jusqu'au bout et d'aller voir les îles Mingan, que je trouve exceptionnelles. Et j'en ai fait des îles, parce que j'ai fait beaucoup de voile quand j'étais jeune, en Méditerranée. Et le Havre-Saint-Pierre, son petit port de pêche, je suis allé à l'aller et au retour, je me suis arrêté, j'ai pris mon gros homard à chaque fois, et c'est fabuleux. Et je me dis, qu'est-ce que c'est beau ce Québec. C'est beau aussi quand on va chez des amis dans un chalet, puis le soir on voit ces couchers de soleil, puis là je me dis toujours, c'est beau, c'est grand, c'est généreux ce Québec. Mais ce qui m'ennuie, c'est que tout ça, c'est menacé. Notre Québec est menacé, la planète est menacée, et on le sait qu'on n'en fait rien, ou très peu, et on doit agir. Et on doit agir de partout, au niveau des gouvernements, au niveau des institutions publiques, au niveau des compagnies privées, dans lesquelles je suis, par exemple, et toutes les autres. Donc, quoi faire? On sait que l'augmentation de la température va monter d'au moins 1,5 degré. On le sait. On le sait. Alors, on peut faire l'autruche. Facile de faire l'autruche. J'en ai dans mon entourage, des gens qui font l'autruche. « Hé Damien, on ferait mieux d'en profiter, là. Le chalet, les 2 motoneiges, le machin, le truc. » Ouais. Ou alors on peut penser à notre empreinte carbone tous les jours quand on fait une action. On peut se dédouaner en achetant un véhicule électrique. Mais l'ineptie, je vais peut-être pas me faire des amis aujourd'hui, l'ineptie, c'est d'acheter un camion électrique, quand on y pense. Pour aller d'un point A à un point B, il n'y a pas besoin d'un camion électrique, quoi qu'il arrive, qu'il soit essence ou électrique. Et même si l'électrique, c'est mieux, on s'entend, il va toujours plus consommer parce qu'il est plus lourd, il lui faudra encore plus de puissance énergétique, donc il faudra plus d'électricité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau des gouvernements, on est au Canada et au Québec, on est avant-contraire pour moi. Même s'il y a eu un budget fédéral cette semaine qui nous annonce un plan plus vert, malgré que dans le plan, on trouve que la captation de carbone, c'est une bonne idée, alors que c'est franchement ridicule. On va donner, en tant que contribuable, financer Trans Mountain, ça coûte 30 milliards de dollars pour une pipeline qui passe de l'Alberta jusque dans l'Ouest pour aller exporter 300 000 barils de pétrole sale tous les jours. Il faut se le dire, on est Canadiens, il faut se le dire, on le fait, et on finance avec ça. Puis d'un autre côté, on se pose des questions ici au Québec si on ne devrait pas rajouter un demi-Hydro-Québec pour décarboner le Québec. C'est pas mauvais, parce qu'on a encore beaucoup de carbone, on véhicule beaucoup en transport. Quand une Mélina m'a demandé est-ce que tu viens en voiture, j'ai dit mais je ne peux pas venir en voiture, je sais. C'est pas dans ma profession de foi. J'habite Montréal, je suis en vélo ou je vais en métro. Bon, eh bien, il faut décarboner le Québec. Et ça, on peut le faire avec Hydro-Québec si on va de l'avant avec des projets demain. Donc, ça c'est les gouvernements. C'est facile de critiquer les gouvernements. Moi, le premier, facile. Hein, on se dédouane, on vote, puis après, ils se débrouillent. Moi, je suis en business, j'arrive peut-être à un certain âge, peut-être de sage, puis je me dis, OK, qu'est-ce que je fais dans les 15 prochaines années pour vraiment changer les choses? Et quand je lis des rapports comme United Nations, qui me dit « I urge everyone in the private sector to start reworking their practices », moi, ça m'interpelle. Et je suis sûr que ça vous interpelle. Qu'est-ce qu'on peut faire dans nos propres business, même il y a aussi beaucoup d'étudiants ici, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos propres études pour s'assurer qu'on va de l'avant et qu'on va décarboner la planète dans les prochaines années. Et ce n'est pas dans 7 ans, dans 15 ans, c'est maintenant que ça se passe. Donc, on réfléchit. Et qu'est-ce qu'on réfléchit? C'est qu'on faut une transition qui est maintenant. Je suppose que vous avez la chance de lire Laure Varidel, qui est la cofondatrice d'Équiterre, qui est honnêtement une femme exceptionnelle, qui a créé aussi Mères au front. J'essaie de les aider quand on a un peu de temps pour leur site web. Mères au front qui fait la pression sur le gouvernement fédéral pour avoir une loi dans la Constitution pour obliger et forcer le Canada à respecter
ses engagements au niveau climatique. Et il faut le forcer dans la Constitution. Il faut que ce soit inscrit dans la Constitution. Même si je sais qu'on ne veut pas réouvrir le dossier constitutionnel au Canada et au Québec, j'ai même appelé un grand professeur constitutionnel récemment en disant « Mais il faut le faire, pourquoi on ne le fait pas ?» Il m'a dit « Damien, c'est compliqué la Constitution. » Mais ce n'est pas grave, il faut l'inscrire dans cette Constitution. Il faut qu'on change, qu'on force le Canada à respecter ses engagements climatiques. Donc je vous invite à lire son livre, Laure, elle est super, elle vous donne juste des petits conseils pour changer quelques habitudes. Et même elle dit de son chum, c'était une autruche avant. Elle le dit, il y avait un gros chat. Puis maintenant il a changé. Donc on peut tous changer, vous voyez? Exactement. Donc, je sais, donc je suis, non, je sais, donc j'agis. On doit agir, nous tous, quand on vote, quand on achète un produit. Quand vous achetez un produit d'une compagnie, essayez de vérifier si cette compagnie-là est dans la transition, va dans la transition. On le sait, parfois, il y en a qui ne le font pas. On le sait qu'il y en a qui font du greenwashing incroyable. Mais regardez, vous achetez. Quand vous prenez un cours au HEC, peut-être vous voulez prendre une thématique environnementaliste intéressante, dire, tiens, je vais prendre tel sujet. Et peut-être, à la fin de ma conversation, vous allez peut-être prendre, hey, moi, je vais prendre Digital Sustainability parce que je veux travailler là-dessus. Donc, on doit agir. Et moi, dans notre compagnie, c'est d'amener aussi nos compagnies à changer. Alors, les compagnies changent, évoluent. Elles le font déjà par une première chose, c'est le Net Zero Carbon. Moi, j'appelle ça, chez nous, on appelle ça le Net Zero Carbon Project. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on s'est défini à 2030, 2035, 2040, 2050, c'est pas grave. Chacun a ses objectifs, c'est plus ou moins compliqué d'aller offsetter son carbone dans une compagnie, mais on a décidé de réduire drastiquement notre empreinte carbone dans les compagnies à 90%, puis le 10 derniers pourcents de carbone que vous allez produire, vous allez acheter des carbon credits parce qu'on ne peut pas réduire complètement l'empreinte carbone d'une compagnie, ça serait impossible. Mais donc, les compagnies travaillent pour ça. C'est super facile. Ça veut dire quoi, par exemple, concrètement? Je vous donne un exemple. Nous, par exemple, on a notre empreinte carbone avec le bureau de Montréal. J'ai déjà de l'énergie renouvelable dans mes bureaux. Vous pouvez tous imaginer qu'on était 350 personnes avant le Covid. J'ai beaucoup trop de pieds carrés en ce moment, parce que j'ai plus personne qui vient au bureau, puisqu'on a décidé, nous, de rester complètement ouvert sans forcer les gens à revenir au bureau. Ça fait que je me retrouve dans une négociation, vous pouvez imaginer, dans quelques mois, où je vais vouloir get rid of my square feet, entre guillemets. Donc, je vais négocier pour diminuer mes bureaux. Ceci étant dit, je peux déjà vous dire que je ne reprendrai pas des bureaux demain, c'est dans une nouvelle négociation où il n'y aurait pas de l'énergie renouvelable. Parce que mon empreinte carbone aujourd'hui, elle est de X, et le chauffage est hyper important. Donc déjà, on prend ces critères-là quand on regarde pour les bureaux. Quand on fait une acquisition, on a fait 5 acquisitions l'an dernier, dont une boîte à Montréal. C'est pas encore dans les équipes de M&A, mais tranquillement, pas vite, on pousse en disant « mais moi, il faut que je regarde l'empreinte carbone ». Parce que si demain on achète une compagnie au Texas dont 100% des employés viennent en voiture, on va faire exploser notre empreinte carbone. Donc on commence à amener ces critères-là, tranquillement. Tiens, il faudrait peut-être qu'on y regarde, effectivement. Et le Québec a une chance inouïe, puisque majoritairement, à 60% de son grille de consommation, on a de l'hydroélectricité. Donc, il y a beaucoup de greenwashing. Alors moi, j'ai la chance de travailler dans Digital Sustainability, donc quand je rencontre des clients, on me dit toujours, je me dis, tiens, je vais regarder s'il y en a pas un qui fait du greenwashing, d'accord? Ouais, je vais faire des efforts au niveau net zéro carbone, on a plein de projets. Damien, je t'appelle, je veux réduire absolument ma production d'énergie au niveau de mes centres, mes serveurs et tout ça. J'arrive souvent dans une salle d'attente et je me dis, tiens, je vais faire le test de Damien, c'est ultra simple. Vous arrivez dans une compagnie, vous avez regardé s'ils ont de l'ambition, ils en ont, parfait, ou ils en ont pas, mais ils en ont par exemple. Et là, vous demandez de l'eau, parce que j'attends la personne qui doit me recevoir. Et c'est très simple. Soit je reçois un verre d'eau dans un verre normal, et je me dis, they walk the talk, ou soit je reçois une bouteille d'eau en plastique, et ça me fout en rage, et je me dis, et ça arrive encore une fois sur 10. Comme il y avait des verres en plastique ce matin, et je vous l'ai dit, je vais faire attention à ça, je vous embête tous avec ça, mais c'est super attention, c'est tellement simple de mettre des verres normaux, et après de les mettre dans la vaisselle, c'est pas si compliqué que ça. Donc ça c'est le test de Damien, retenez-le, pour le greenwashing, ça marche à tous les coups. Vous voyez ceux qui ont de l'ambition, qui they walk the talk, puis ceux qui en ont, mais ils sont peut-être pas aussi verts qu'on peut le penser. Donc maintenant, je vais vous parler des écosystèmes numériques, parce que moi, je travaille dans une industrie aujourd'hui qui est, on pense, relativement propre. Eh bien, c'est faux. L'industrie dans laquelle je travaille, et je n'ai pas de problème à vous le dire, est extrêmement polluante. On pense système numérique.
C'est polluant pourquoi? D'abord, on est 4,7 milliards à jouer dans l'Internet tous les jours. 30 milliards de devices connectés tous les jours. Dans vos maisons aujourd'hui, quand j'avais fait une conférence il y a une dizaine d'années, j'avais dit, vous verrez, vous aurez au moins 10-15 objets connectés chez vous. C'est même pas 10-15 objets connectés que vous avez chez vous aujourd'hui. Entre la puce pour le chat pour qu'il puisse rentrer à l'extérieur de la maison, la voiture qui est connectée directement à chez vous, vos appareils téléphoniques, le iPad, etc., le Nest pour votre chauffage, vous avez facilement 15, 20, peut-être 25 appareils qui sont connectés chez vous, qui se connectent chez vous. D'accord? C'est 4% de la consommation d'énergie aujourd'hui, le numérique. Vous allez me dire, bon, rien là. C'est 4% de l'empreinte carbone. Mais mon problème, c'est qu'en 2030, c'est 20% de la consommation d'énergie. Alors, c'est vrai que c'est quand même mieux, comme je le faisais dans le passé, je le reconnais, j'allais souvent à New York dans la journée pour faire une conférence d'1 heure. Et aujourd'hui, je vais me faire ça en Zoom ou en Teams, et mon empreinte carbone a fortement diminué. Elle existe encore, mais elle est quand même nettement meilleure que quand j'allais prendre un avion pour la journée pour aller à New York, par exemple. Mais ça reste que c'est un enjeu considérable. Donc il faut qu'on réduise l'empreinte carbone du numérique. Donc comment faire? Après, c'est de se dire, déjà, c'est de comprendre que déchets numériques égale déchets physiques. Quand vous streamez chez vous le soir, dites-vous pas, c'est virtuel, je ne consomme rien, il y a pas... Si, il y a énormément d'énergie consommée. Si les serveurs de la série que vous regardez sont au Texas, il y a une forte probabilité que c'est l'énergie non renouvelable qui est utilisée pour pousser votre film sur le serveur au Texas. Et puis après, quand votre film arrive chez vous sur votre device, qu'il soit votre appareil de téléphone cellulaire ou votre ordinateur, il y a de l'énergie encore qui est utilisée. Donc l'énergie des serveurs, à la base, où sont les serveurs, énergie pour l'appareil de l'usager. D'accord? Et ça, on peut travailler là-dessus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler là-dessus. Mais déjà, il faut prendre en considération que c'est des déchets physiques. Donc comment on fait? C'est à nous de jouer. Alors, je ne vais pas vous parler des anges de tout ce que vous pourrez faire pour diminuer votre consommation numérique. Déjà, soyez au courant que, effectivement, quand vous utilisez le numérique, on consomme. Donc, quand on fait du TikTok là, pendant 2 heures avant de se coucher, on consomme. Peut-être qu'on pourrait faire autre chose, par exemple. Écoutez moins YouTube. Si vous écoutez de la musique, peut-être que c'est mieux d'utiliser Spotify pour écouter de la musique. Il n'y a pas de vidéo. Mais si vous regardez de vidéo, il n'y a pas de problème. Mais si vous laissez juste votre ordinateur jouer du YouTube et vous écoutez la musique, peut-être que ce n'est pas une bonne discipline, pas une bonne pratique, par exemple, de votre côté. Mais moi, de mon côté, je peux extrêmement agir pour diminuer l'empreinte carbone. Je vais vous montrer comment. On appelle ça l'éco-conception. Donc l'éco-conception, ça va me permettre de concevoir moi j'appelle ça des sites web, tout ce que je fais, des actifs numériques. Donc ces actifs numériques-là, je vais être en mesure de diminuer l'empreinte carbone de ces actifs-là, ou je vais même optimiser ces actifs-là. Donc je suis souvent appelé, je travaille en ce moment avec un groupe en Suisse, une grosse compagnie dans le monde de la finance, qui me dit « Ok, tu regardes tous mes serveurs, tu me dis quoi faire ». Et puis donc je vais regarder à la fois les sites web, mais l'empreinte carbone d'un site web est X ou Y. Je vais regarder tout ce qui est data, parce qu'il y a énormément de données, de data lake, un data lake très gros qui est sur les serveurs de mon client en Suisse, qui consomme énormément d'énergie. Donc là, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc je vais regarder l'ensemble du numérique chez un client, puis je vais essayer de diminuer l'empreinte carbone de ce client-là. Donc comment on le fait? D'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire. C'est qu'on peut réduire l'empreinte carbone, c'est super, et on peut le faire dès maintenant. Donc on n'a aucune raison aujourd'hui pour ne pas le faire. On peut le faire. Comment on le fait? Il y a 4 axes pour le faire. Il y a les centres de données, dont je vais vous parler, vous allez voir. Il y a après tout ce qui est réseau, l'optimisation des réseaux. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, je crois que c'est trop compliqué, mais il y a l'appareil de l'usager, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vais vous remontrer quelques exemples. Et puis la production de matériel. D'accord? Donc les centres de données, par exemple. Ou même un fichier. C'est aussi simple que de réduire un fichier, un petit fichier qui traîne quelque part. Là. On en fait plein, moi, avec mes programmeurs, il y a plein de fichiers qui traînent quelque part. Honnêtement, on n'est pas très bon là. C'est comme une maison qui est un peu sale. Vous savez, il faut ramasser la poussière, il faut faire du clean-up. Dès qu'on fait du clean-up, on peut descendre l'empreinte carbone d'un site web de 10 ou 15% hyper facilement. Parce qu'il y a plein de lignes de code qui traînent, etc. etc. Donc aujourd'hui, on essaie vraiment d'être très rigoureux. Donc comment le faire, par exemple? C'est aussi simple que Danny Van Cotten. Le test de Danny Van Cotten, c'est un gars qui crée des plugins sur WordPress. Donc, je ne sais pas si vous connaissez WordPress, mais 30% des sites web dans le monde aujourd'hui, c'est sur WordPress. Donc c'est énorme WordPress, d'accord? Et lui, il crée ces plugins-là, et il a un jour créé un plugin qui est sur 2 millions d'instances numériques. Puis là, il se dit, mon plugin,
Et sur 2 millions d'instances numériques, je vais juste le réduire de 1 kilo-octet, qui est dans notre monde à nous, rien. D'accord? C'est comme enlever 10 kilos sur une voiture qui fait 600 kilos. C'est rien. Il enlève ce kilo-octet, comme c'est répliqué sur 2 millions de sites web. Qu'est-ce qui se passe? Il a réduit l'empreinte carbone de 3 tonnes par mois. 3 tonnes par mois x 12, ça fait 36 tonnes de carbone en moins sur l'année. Juste ça. Ou c'est l'équivalent par mois de 5 passagers qui prennent un vol à New York-Amsterdam. Donc voilà, juste en faisant ça. C'est rien. C'est une poussière dans notre monde, ce que vient de faire Danny Van Cotten. Donc on peut faire ça. C'est aussi simple que d'identifier les fuites carbone. Donc je reviens sur mon exemple de tout à l'heure, vous allez voir. Ici, bingo, j'ai toutes les instances sur un serveur de mon client. Et là, je vois 4, on appelle ça des carbon leaks pour nous, en fait. Là, je dis, il y en a 4 qui consomment énormément d'énergie. Bon, bah forcément, notre première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. En l'occurrence, je vous dis qu'il y a un data lake. Il y a un site marketing de communication avec une tonne de vidéos. Ça, c'est catastrophique. Donc après, c'est de regarder. Moi, je ne me suis pas fait d'amis. J'ai supprimé la vidéo qui était sur le site de Valtech. Je ne vous cache pas que le CMO, il me voit encore quand je le croise, quand je vais à Paris. Là, il me dit, je vais le flinguer, là, Lefebvre, là. Il faut que je le trouve. C'est lui qui a supprimé ma belle vidéo où j'ai investi je ne sais pas combien d'argent pour la vidéo. Je dis, on supprime la vidéo du site web, ça consomme 20% de l'empreinte carbone de notre site. Donc on l'a supprimé. Donc on regarde, et les deux derniers ici sont plus par rapport à du data transfer sur des applications bien spécifiques. Et donc on regarde ça, et puis on intervient, et on va donc être capable de réduire l'empreinte carbone des sites, en l'occurrence de ce client-là. Vous avez Google qui vous donne votre empreinte carbone. Quand vous allez sur les serveurs, il vous donne votre empreinte carbone, monthly, yearly. Donc c'est super. Vous êtes capable avec Google aussi de choisir la région où vous voulez vos serveurs. Si vous voulez vraiment des serveurs propres, vous le dites. Vous poussez le slider sur la droite, lower carbon footprint. Et il va vous trouver et il va vous mettre sur des serveurs propres. Le monde a réduit son impact de 21% en faisant quelques actions. Il y a toute une méthodologie qui est mise en place. On prend les parcours clients et on va identifier l'empreinte carbone d'un site web. Donc d'abord, pour partir un projet de carbone comme ça, c'est de faire un audit carbone et identifier son empreinte carbone. Et on vise en gros 1 gramme par page. Si vous êtes au-dessus d'1 gramme par page, si vous pouvez vraiment travailler, si vous êtes déjà sur la moyenne d'1 gramme par page, c'est pas mal, mais on peut faire nettement mieux. Nous, on a 0,7 en ce moment, par exemple. On peut diminuer. Mais déjà, vous êtes à 1 gramme, c'est bien. Et il y a une tonne d'outils qui nous permettent de mesurer. Conclusion, on peut le faire et on doit le faire. Et j'en appelle à tous ceux qui sont donneurs d'ordre de projets dans le numérique. Faites votre audit carbone, donnez-vous un objectif carbone pour la prochaine création d'un actif numérique, site web ou autre. On peut le faire. Merci beaucoup et comme on dit au Québec, à la prochaine fois.